Chapitre 11. Les montagnes. On pourrait croire que les montagnes, avec leurs hameaux épars et leur population clairsemée, étaient un royaume récent, constitué de fraîche date. En réalité, son histoire remonte beaucoup plus loin que les archives des six duchés. Tout d'abord, parler de royaume est une erreur. En des temps reculés, les chasseurs, bergers et fermiers, tant nomades que sédentaires, ont donné peu à peu leur allégeance à une juge, femme de grande sagesse, qui résidait à Jamp. Ce personnage a été baptisé roi ou reine des montagnes par les étrangers. Mais pour les résidents du royaume, il ou elle demeure l'oblat, celui ou celle qui est prête à sacrifier tout, même sa vie, pour son peuple. La première juge qui vécut à Jamp est aujourd'hui une figure de légende, indistincte, dont on ne connaît les hauts faits que par les épopées que chantent encore les montagnards de nos jours. Cependant, si loin que remontent ces ballades, il est une rumeur plus ancienne encore qui parle d'un souverain et d'une capitale antérieure à ces faits. Le royaume des montagnes que nous voyons aujourd'hui est peuplé presque uniquement de nomades et de sédentaires installés sur les versants orientaux du pays. Au-delà des monts s'étendent les côtes glacées de la mer Blanche. Quelques routes commerciales s'insinuent encore entre les crocs aigus des sommets pour atteindre ces régions enneigées où vivent des tribus de chasseurs. Au sud des montagnes se trouvent les forêts vierges des déserts des pluies, ainsi que la source de la pluie, le fleuve qui constitue la frontière commerciale avec les États chalcèdes. Ce sont là les seuls territoires situés au-delà des montagnes dont la géographie et les peuples soient notés sur les cartes officielles. Pourtant, il a toujours couru des légendes sur un pays perdu, enfermé au milieu des sommets qui se dressent par-delà le royaume connu. À mesure que le voyageur s'enfonce dans les montagnes, au-delà des frontières des peuples inféodés à Jamp, le terrain devient de plus en plus âpre et hostile. La neige ne disparaît jamais des pics les plus élevés, et certaines vallées n'abritent que des glaciers. On raconte que, dans certaines régions, de grands panaches de vapeur et de fumée s'échappent de crevasses et que la terre peut vibrer, voire se déchirer lors de violentes convulsions. Rares sont les raisons qui peuvent amener à s'aventurer dans ce pays d'éboulis et d'à-pics. Les pâtures sont trop réduites pour attirer les troupeaux, et la chasse plus aisée et plus profitable sur les pentes verdoyantes des montagnes. Sur ces territoires, nous ne disposons que des fables habituelles qu'engendrent les pays lointains. Dragons et géants, anciennes cités en ruine, licornes farouches, trésors et cartes secrètes, rues empoussiérées pavées d'or, vallées où règne un éternel printemps et où l'eau sourd en fumant des entrailles de la terre. Sorciers menaçants enfermés par un sortilège dans des cavernes incrustées de diamants, et esprits malfaisants emprisonnés de toute éternité dans la pierre. Tout cela, dit-on, se trouve dans les territoires antiques et sans nom qui s'étendent derrière les frontières du royaume des montagnes. Ketriken était sincèrement convaincue que je refuserais de l'aider à chercher vérité. Pendant ma convalescence, elle avait résolu de se lancer seule dans l'entreprise, et, dans ce but, elle avait rassemblé des vivres et des animaux. Dans les six duchés, une reine aurait pu compter sur le trésor royal ainsi que sur la générosité forcée des nobles. Mais tel n'était pas le cas dans les montagnes. Tant qu'Eyod était vivant, elle n'était qu'une jeune parente de l'Oblat, et bien qu'elle dût lui succéder un jour, cela ne lui donnait pas le droit de disposer de la fortune de son peuple. D'ailleurs, même si elle avait été l'Oblat, elle n'aurait pas eu accès à davantage de fonds. L'Oblat et sa propre famille vivaient simplement dans leur cadre magnifique car tout Jamp, le palais, les jardins, les fontaines, appartenaient au peuple du royaume des montagnes. L'Oblat ne manquait de rien, mais il ne possédait rien non plus en excès. Aussi, Ketriken ne se tourna-t-elle pas vers les coffres royaux, ni les nobles avides de plaire, mais vers ses vieux amis et ses cousins pour obtenir ce qu'il lui fallait. Elle avait demandé à son père, mais il lui avait répondu, d'un ton ferme, quoique attristé,
que cherchait le roi des Siduchés ne regardait qu'elle, et non les montagnes. Il compatissait à sa douleur d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Cependant, il ne pouvait distraire les fournitures destinées à la défense du royaume contre-royal des Siduchés, et le lien était si fort entre eux qu'elle put accepter son refus dans un esprit de compréhension. Pour ma part, j'avais honte de songer à la reine légitime de mon pays, obligée de mendier auprès de sa famille et de ses amis, quand je n'étais pas occupé à nourrir la rancœur que je lui portais. Elle avait conçu l'expédition à sa convenance, non à la mienne, et j'en approuvais peu d'aspects. Au cours des jours qui précédèrent notre départ, elle daigna me consulter sur certains points, mais elle négligea mes avis aussi souvent qu'elle les écouta. Nous nous adressions l'un à l'autre sur un ton civil, sans la chaleur, ni de la colère, ni de l'amitié. Nous étions en désaccord sur de nombreux sujets, et, dans ce cas, elle agissait selon sa conviction. Cela signifiait implicitement que, par le passé, j'avais fait preuve de manque de jugement et de prévoyance. Je ne voulais pas de bêtes de somme, qui risquaient de mourir de faim et de froid. J'avais beau fermer mon esprit, le vif me laissait vulnérable à leurs souffrances. Néanmoins, Tétriken s'était procuré une demi-douzaine d'animaux qui, selon elle, ne craignaient ni la neige ni le froid, et grignotaient plus qu'ils ne paissaient. C'étaient des gepas, créatures originaires de certains confins parmi les plus reculés des montagnes. On aurait dit des chèvres affublées d'un long cou et de pattes digitées au lieu de sabots. Serait-elle capable de transporter assez de matériel pour compenser l'ennui d'avoir à nous occuper d'elle? J'en doutais. Mais Ketriken m'assura d'un ton calme que je m'habituerais promptement à elle. Tout dépend du goût qu'a leur viande, fit Œil de Nuit, philosophe, et j'inclinai à penser comme lui. La sélection de compagnons que Ketriken avait faite m'irritait encore davantage. Il me paraissait absurde qu'elle risque sa vie dans ce voyage, mais, là-dessus, le bon sens me disait de me taire. En revanche, la présence d'Astérie me déplut lorsque j'appris quel marché elle avait passé pour obtenir le droit de nous accompagner. Elle cherchait toujours une chanson qui établirait sa réputation, et elle avait barguigné une place dans notre groupe en laissant entendre qu'elle rédigerait un document attestant que l'enfant de Molly était aussi le mien, à condition de pouvoir se joindre à nous. J'avais le sentiment d'une trahison. Elle le savait, et, à juste titre, évita par la suite de trop m'approcher. Avec nous devaient venir aussi 3 cousins de Ketriken. Grands gaillards solidement charpentés qui avaient une longue expérience des expéditions dans les montagnes. On le voit, notre groupe serait réduit. Ketriken m'avait déclaré que si 6 personnes ne suffisaient pas à trouver son époux, 600 n'y parviendraient pas non plus. J'avais convenu qu'il était plus aisé d'assurer l'intendance d'une petite expédition qui, en outre, se déplaçait souvent plus vite qu'une grande. Imbre ne devait pas être des nôtres. Il allait retourner à Castelserre, annoncer à Patience l'entreprise de Ketriken et semer le germe de la rumeur selon laquelle il existait bel et bien un héritier au trône des Siduchés. Il devait aussi aller voir Buriche, Molly et l'enfant. Il m'avait proposé d'apprendre à Molly, Patience et Buriche que j'étais vivant. Il m'avait fait cette offre d'un ton gêné, car il savait pertinemment l'aversion que m'inspirait son rôle dans la récupération de ma fille pour le trône. Mais je ravalai ma colère, lui répondis poliment et reçus en récompense sa promesse solennelle de ne rien dire aux uns ni aux autres. Cela me paraissait alors le choix le plus judicieux. J'étais seul capable, me semblait-il, d'expliquer à Molly les raisons de mes actes. De plus, elle avait déjà fait son deuil de moi. Si je ne survivais pas à cette nouvelle entreprise, elle n'aurait pas de motif de me pleurer davantage. Imbre vient me dire adieu le soir de son départ, pour Serres. Tout d'abord, nous tentâmes de faire comme si tout allait bien entre nous. Nous évoquâmes des sujets sans importance, mais qui en avaient eu pour nous autrefois. Et c'est avec un chagrin sincère que j'appris la mort de Rôdeur.
J'essayais de le convaincre d'emmener Rousseau et Suy pour les confier à Buriche. Les talons avaient besoin d'être pris en main plus fermement que ce n'était le cas à Jampe, et pouvaient en outre constituer plus qu'un moyen de transport pour Buriche, qui pouvait monnayer ou échanger ses saillies. Quant au poulain de Suy, c'était une rentrée d'argent garantie. Mais Imbre refusa en arguant qu'il lui fallait voyager rapidement et sans attirer l'attention. Un homme accompagné de 3 chevaux était une cible tout désignée pour les bandits. J'avais vu le petit hongre rétif qu'il montait. Malgré son mauvais caractère, c'était une bête solide, agile, et, Imbre me l'assura, très rapide en cas de poursuite sur un terrain accidenté. Au sourire qu'il arbora, je compris qu'il avait personnellement éprouvé cette aptitude de sa monture. Le fou avait raison, me dis-je, alors avec amertume. La guerre et l'intrigue convenaient à Imbre. Je le regardais avec ses bottes montantes, sa vaste cape, le blason au cerf cabré qu'il affichait sur son front, au-dessus de ses yeux verts, et j'essayais de superposer cette image, celle du vieillard qui m'avait enseigné à tuer. Les années étaient là, mais il les portait différemment, et je me demandais, à part moi, quelle substance il prenait pour prolonger son énergie. Pourtant, tout changé qu'il fût, c'était toujours Imbre. J'aurais voulu pouvoir me rapprocher de lui pour m'assurer qu'un lien existait encore entre nous. Mais cela me fut impossible, sans que je comprisse pourquoi. En quoi son opinion m'importait-elle désormais, alors que je le savais prêt à me dépouiller de mon enfant et de mon bonheur pour le trône des loin-voyants? Je ressentais comme une faiblesse de ne pas trouver la force de le haïr. Je cherchais cette haine et ne rencontrais qu'une bouderie infantine qui m'interdit de lui serrer la main lors de son départ et de lui souhaiter bonne chance. Il ne prêta nulle attention à mon humeur maussade, ce qui renforça mon sentiment de puérilité. Quand il fut parti, le fou me remit la fonte en cuir qu'Imbre avait laissée pour moi. J'y trouvai un couteau très pratique, une petite bourse pleine et tout un assortiment de poisons et de simples, y compris une copieuse provision d'écorce elfique. Je découvris aussi une petite papillote de graines de carice, soigneusement fermée, avec la mention de n'utiliser le produit qu'avec la plus grande prudence et en cas d'extrême nécessité. Dans un fourreau de cuir usagé était glissée une épée courte, toute simple, mais en bon état. J'éprouvai soudain contre Imbre une colère inexplicable. Ah, c'est bien de lui, m'exclamai-je en vidant le sac sur la table pour prendre le fou à témoin. Du poison et des armes. Voilà ce qu'il pense de moi. Voilà comment il me considère. Il ne voit rien d'autre que la mort pour moi. À mon avis, il ne t'a pas laissé tout ça pour que tu l'utilises sur toi-même, fit le fou d'un ton mesuré. Il écarta le couteau de la marionnette dont il fixait les fils. Il veut peut-être que tu t'en serves pour te protéger. Mais tu ne comprends donc pas, ce sont des cadeaux pour le petit garçon qu'il a formé au métier d'assassin. Il ne se rend pas compte que j'ai changé. Il ne me pardonne pas de désirer une vie personnelle. Pas plus que tu ne lui pardonnes de ne plus être ton tuteur bienveillant et plein d'indulgence, répliqua sèchement le fou. Il liait les fils qui rattachaient les croix de manipulation aux membres du pantin. C'est un peu inquiétant, n'est-ce pas, de le voir marcher fièrement comme un guerrier, risquer joyeusement sa peau pour défendre ce en quoi il croit, faire le joli cœur avec les dames, bref, se comporter comme s'il avait une existence personnelle. J'eus l'impression d'avoir reçu un seau d'eau glacée. Je faillis reconnaître ma jalousie de voir Imbre s'emparer hardiment de ce qui m'échappait encore. Mais ça n'a rien à voir, répondis-je d'un ton grinçant. La marionnette me tensa du doigt, tandis que le fou souriait d'un air affecté au-dessus de sa tête. Le pantin avait une ressemblance troublante avec Ratounet. Ce que j'observe, moi, dit le fou comme s'il se parlait à lui-même, c'est que ce n'est pas la tête de cerf de vérité qu'il arbore sur son front. Non, l'emblème qu'il a choisi
rappelle davantage, voyons, celui que le prince Vérité avait choisi pour son neveu bâtard. Tu ne vois pas une similitude? Je gardai un moment le silence, puis... Et alors? Demandai-je à contre-cœur. Le fou fit descendre sa marionnette jusqu'au sol, où la maigre créature s'agita en mouvements désarticulés. Ni la mort du roi subtil, ni la prétendue disparition de Vérité n'ont réussi à faire sortir la belette de son trou. C'est seulement quand il t'a cru assassiner que la colère l'a envahi au point de lui faire jeter aux orties dissimulation et déguisement, et déclarer publiquement qu'il ferait monter un vrai loin-voyant sur le trône. La marionnette pointa un doigt sur moi. Tu veux dire qu'il fait tout ça pour moi, alors que la dernière chose que je veux, c'est que le trône me vole ma fille? La marionnette croisa ses bras et hocha la tête d'un air pensif. À ce qu'il me semble, Imbre a toujours agi dans ce qui lui paraissait ton intérêt, que cela te convienne ou non. Il étend peut-être cette attitude à ta fille. Après tout, c'est sa petite-nièce, et elle est tout ce qui reste de sa lignée. Royal et toi excepté, naturellement. La marionnette fit quelques pas en dansant. Comment veux-tu qu'un homme de son âge subvienne autrement aux besoins d'une enfant si jeune? Il sait qu'il ne vivra pas éternellement. Il considère peut-être qu'elle sera plus en sécurité sur un trône que piétinée par un homme qui désire s'approprier la place. Je me détournai et fis semblant de trier du linge à laver. Il me faudrait longtemps pour réfléchir à tout ce qu'il m'avait dit. Sans discuter, je laissai Ketriken choisir le type de tente et de vêtements nécessaires à son expédition, et j'eus l'honnêteté de me montrer reconnaissant de ce qu'elle voulut bien me fournir à moi, aussi effet et abri. Je n'aurais pas pu lui reprocher de m'exclure de sa suite. Mais, au contraire, Geoffron se présenta un jour avec une pile d'affaires à mon intention et prit ma pointure de pied pour la confection des bottes à vachis qu'affectionnaient les montagnards. Invitée pleine d'entrain, elle ne cessa d'échanger des piques avec le fou. Il parlait plus couramment le chourda que moi, et j'avais par moments du mal à suivre la conversation, tandis que la moitié de ses jeux de mots m'échappait. Je me demandais, sans m'y arrêter, ce qu'il y avait entre ces deux-là. À mon arrivée, j'avais pris Geoffron pour une espèce de disciple du fou. Mais aujourd'hui, je m'interrogeais. N'avait-elle pas faim de s'intéresser à son enseignement pour être près de lui? Avant de sortir, elle prit aussi la mesure des pieds du fou et s'enquit des teintes et garnitures qu'il souhaitait pour ses bottes. De nouvelles bottes? Fis-je, après qu'elle nous eût quittés. Étant donné la rareté de tes sorties, je vois pas à quoi ils vont te servir. Il me regarda dans les yeux. Son expression enjouée s'effaça. Je dois t'accompagner. Tu le sais bien, répondit-il d'un ton calme. Un curieux sourire apparut sur ses lèvres. Pour quelle autre raison crois-tu que nous nous trouvions ici, ensemble, si loin de chez nous? C'est par l'interaction du catalyseur et du prophète blanc que les événements de notre temps reprendront le bon cap. Je suis convaincu que, si nous réussissons, les pirates rouges seront chassés des côtes des Siduchés et qu'un loin-voyant héritera du trône. Ce serait apparemment l'accomplissement de la plupart des prophéties, fit Caudron de son coin de cheminée. Elle cousait la dernière rangée d'un tricot à une moufle épaisse. Si le fléau de la faim aveugle est ce qu'on appelle la forgisation, et que vous y mettiez un terme par vos actions, une autre prophétie serait réalisée. Le talent de Caudron de sortir une prophétie en toute occasion commença à me porter sur les nerfs. Je pris une grande inspiration, puis demandai au fou: « Et que dit la reine Kétriken de ta participation à l'expédition ?»« Je ne lui en ai pas parlé, » répondit-il d'un air joyeux. « Je ne vais pas avec elle, Fitz. Je te suis. »
Il prit une expression songeuse. Depuis ma plus tendre enfance, je sais que nous devons accomplir cette tâche. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de douter que j'irai avec toi. J'ai commencé mes préparatifs dès le jour de ton arrivée. Moi aussi, murmura Caudron. Nous nous tournâmes vers elle, bouche bée. Feignant de ne pas s'en apercevoir, elle enfila la moufle et admira son œuvre. Non, fis-je d'un ton catégorique. J'allais sans doute devoir assister à l'agonie des bêtes de somme. Je n'avais nulle envie de voir en plus mourir une amie. Elle était beaucoup trop âgée pour une telle aventure. C'était évident. Je pensais vous proposer de vous installer chez moi, dit le fou sur un ton plus mesuré. Il y a du bois pour le reste de l'hiver, quelques réserves de viande, et je m'attends à mourir au cours du voyage, si cela peut vous rassurer. Elle ôta la moufle et la posa près de sa pareille. Puis examina d'un air détaché ce qui restait de son écheveau de laine, et enfin se mit à monter des mailles. Le fil avançait sans à-coups entre ses doigts. Inutile de vous inquiéter de mon sort d'ici là. J'ai préparé ce qu'il me faut. Avec un peu de troc, je me suis procuré les vivres et le matériel nécessaire. Elle leva les yeux de ses aiguilles et ajouta à mi-voix. J'ai les moyens d'aller au bout du voyage. Je ne pus qu'admirer sa calme certitude d'être sa propre maîtresse et de pouvoir disposer de sa vie comme elle l'entendait. Je me demandais soudain ce qui m'avait poussé à la considérer comme une vieille femme sans défense, dont il faudrait prendre soin. Elle reporta son regard sur ses mailles, sans nécessité, car ses doigts s'activaient, qu'elle les surveille ou non. Vous m'avez comprise, je vois, fit-elle, et tout fut dit. Je n'ai jamais connu d'expédition qui se déroula comme prévu. En général, plus elle est considérable, plus on rencontre de difficultés, et la nôtre ne fit pas exception à la règle. Le matin de la veille de notre départ, une main me réveilla en me secouant rudement. « Debout, Fitz! Nous devons partir tout de suite !» me dit Ketriken. Je me redressai lentement dans mon lit. Le sommeil m'avait fui aussitôt, mais ma blessure, encore sensible, ne m'incitait pas aux gestes trop brusques. Le fou était assis au bord de son lit, avec une expression inhabituellement inquiète. « Que se passe-t-il » demandai-je. « Royal. » Jamais je n'avais entendu mettre autant de venin dans un seul mot. Elle était blême, et ne cessait de serrer et de desserrer les poings à ses côtes. Il a fait parvenir à mon père un courrier sous pavillon de trêve, où il nous accuse d'abriter un traître, reconnu au Six-Duché. Il déclare que si nous vous livrons à lui, il y verra un signe de bonne volonté envers les Six-Duchés, et ne nous considérera pas comme des ennemis. Mais, dans le cas contraire, il lâchera ses troupes qu'il a massées à nos frontières, car il saura que nous complotons contre lui avec ses adversaires. Elle se tut. Mon père réfléchit à ce qu'il convient de faire. Ketriken, je ne suis qu'un prétexte, protestai-je. Mon cœur martelait ma poitrine. Œil de Nuit poussa un gémissement inquiet. Vous savez bien qu'il lui a fallu des mois pour placer ses troupes. Elles ne sont pas là à cause de ma présence chez vous. Il compte faire mouvement contre le royaume des montagnes, quoi qu'il arrive. Vous connaissez Royal. Ce n'est qu'une menace pour voir s'il peut vous amener à me livrer à lui. Une fois que vous l'aurez fait, il trouvera une autre excuse pour attaquer. Je ne suis pas une imbécile, coupa-t-elle d'un ton glacé. Nos guetteurs ont repéré ces troupes depuis des semaines, et nous nous sommes préparés du mieux possible. Nos montagnes ont toujours constitué notre plus solide défense, mais nous n'avons jamais affronté un ennemi organisé en si grand nombre. Mon père est oblat, Fitz. Il doit agir au mieux des intérêts du royaume des montagnes. En ce moment même, il doit donc se demander si vous livrez lui donnera une chance de traiter avec Royal. Ne le croyez pas stupide au point de lui faire confiance. Mais plus il pourra retarder une attaque contre son peuple, meilleure sera notre préparation. Apparemment, le choix est limité.
fis-je d'un ton amer. Mon père n'avait aucune raison de me mettre au courant de ce message, rétorqua Kétriken. C'est à lui seul que revient la décision. Elle planta son regard dans le mien et je retrouvai dans ses yeux un peu de notre ancienne amitié. Il n'est pas impossible qu'il m'offre aussi l'occasion de vous escamoter avant que je ne refuse son ordre de vous livrer à Royal. Il envisage peut-être de lui dire que vous vous êtes enfui, mais qu'il compte vous poursuivre. Dans le dos de Kétriken, le fou enfilait des jambières sous sa chemise de nuit. Ce sera plus difficile que prévu, me confia la reine. Je ne puis plus impliquer de montagnards dans cette affaire. En conséquence, il n'y aura plus que vous, Astérie et moi seul. Et nous devons partir dans l'heure. Je serai prêt, promis-je. Rendez-vous derrière le hangar à bois de Joss, dit-elle. Puis elle sortit. Je regardai le fou. Eh bien, avertissons-nous Caudron ? Pourquoi me poser cette question à moi ? Repartit-il. Je haussai les épaules, puis me levai et me vêtis rapidement. Par bien des côtés, je n'étais pas prêt, mais je n'y pouvais rien. En très peu de temps, le fou et moi nous retrouvâmes le sac sur le dos. Œil de Nuit se dressa, s'étira consciencieusement et nous précéda vers la porte. La cheminée me manquera, mais la chasse sera meilleure. J'enviais la sérénité avec laquelle il prenait tout. Du regard, le fou examina une dernière fois la pièce. Puis, il ferma la porte derrière nous. C'était la première fois que j'avais un logement rien qu'à moi, remarqua-t-il, alors que nous nous mettions en route. Tu sacrifies beaucoup à cette aventure, fis-je d'un ton gêné, en songeant à ses outils, à ses marionnettes, à demi achevées, et même à ses plantes devant la fenêtre. Malgré moi, je me sentais coupable. Peut-être parce que j'étais soulagé de ne pas partir seul. Il me jeta un bref coup d'œil et haussa les épaules. Je m'emmène moi-même. C'est tout ce dont j'ai vraiment besoin, et tout ce que je possède réellement. Il se retourna vers la porte qu'il avait peinte de ses propres mains. Geoffron prendra soin de ma maison et de Caudron. Laissait-il derrière lui plus qu'il ne m'en avait dit ? Je l'ignorais. Nous approchions du hangar à bois quand je vis des enfants sur le chemin courir vers nous. « Le voilà !» cria l'un d'eux le doigt tendu. Je lançai un regard surpris au fou, puis me raidis en me demandant ce qui allait se passer. Comment se défendre contre des enfants ? Interdit, j'attendis l'assaut. Mais le loup, lui, n'attendit pas. Il se ramassa dans la neige, la queue à plat, puis, comme les enfants continuaient de se précipiter vers nous, il bondit brusquement vers le premier. « Non !» hurlai-je, horrifié. Mais ni les uns ni les autres ne prêtèrent attention à mon cri. Les pattes antérieures du loup heurtèrent l'enfant en pleine poitrine et le firent bouler brutalement dans la neige. En un éclair, Œil de Nuit se releva et bondit vers les autres qui s'enfuirent avec des éclats de rire, suraigus, tandis qu'il les rattrapait et les fauchait les uns après les autres. Alors qu'il jetait le dernier à terre, le premier, qui s'était remis sur pied, entreprit de le pourchasser en faisant de vains moulinets avec les bras pour le saisir par la queue lorsque le loup le frôlait, la langue pendante. À 2 reprises encore, il jeta les enfants dans la neige, puis il s'arrêta net au milieu d'un virage. Il regarda ses compagnons de jeu qui se relevaient, puis me jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule. Il baissa les oreilles d'un air contrit et reporta son regard sur les enfants en remuant la queue au ras de la neige. Une petite fille était en train d'extraire de sa poche un morceau de pain au lard, tandis qu'une autre agitait une lanière de cuir pour la tirer dans une partie de « à qui tirera la corde le plus fort ». Je fis semblant de ne rien remarquer. « Je vous rattraperai plus tard », fit-il. « Je n'en doute pas », répliquai-je sèchement. Le fou et moi poursuivîmes notre chemin. Un dernier coup d'œil en arrière me montra le loup, les crocs enfoncés dans le cuir et les 4 pattes fermement plantées dans la neige, tandis que 2 enfants,
tirait sur l'autre extrémité de la lanière. Je savais désormais à quoi il passait ces après-midi, et je crois que j'en ressentis un pincement de jalousie. Ketriken nous attendait en compagnie de 6 gepas, attachés ensemble en colonne. Je regrettais à présent de ne pas m'être davantage renseigné sur ces bêtes. Mais, à l'origine, c'était d'autres que moi qui devaient en avoir la charge. Nous les emmenons tous? Demandai-je, consterné. Il serait trop long de déballer les affaires et de refaire les débats avec le soldat nécessaire. Plus tard, nous abandonnerons peut-être le matériel et les animaux en trop. Mais, pour le moment, je souhaite simplement partir le plus vite possible. Alors, allons-y, dis-je. Ketriken posa un regard appuyé sur le fou. Que faites-vous ici? Vous voulez faire vos adieux à Fitz? Où il va, je vais, répondit le fou à mi-voix. Une expression adoucie passa sur les traits de la reine. Il va faire froid, fou. Je n'ai pas oublié combien vous avez souffert sur la route qui nous menait en montagne. Or, là où nous nous rendons, le froid durera encore alors que le printemps sera sur Jamp. Où il va, je vais, répéta doucement le fou. Ketriken secoua la tête, puis haussa les épaules. Elle remonta la colonne de gepas et claqua des doigts. L'animal de tête agita ses oreilles hirsutes et lui emboîta le pas, entraînant ses congénères. Leur obéissance m'impressionna. Je tendis mon esprit vers eux et découvris un instinct grégaire si puissant qu'ils se considéraient à peine comme des individus distincts. Tandis que celui de tête suivait Ketriken, les autres ne poseraient pas de problème. Ketriken nous fit emprunter une piste qui ne valait guère mieux qu'un sentier et serpentait derrière les chaumières clairsemées où logeaient les résidents d'hiver de Jamp. En peu de temps, nous dépassâmes la dernière maison et nous enfonçâmes dans des bois anciens. Le fou et moi marchions derrière les animaux. J'observais celui qui nous précédait et notai que ses larges pattes s'étalaient sur la neige d'une façon très similaire à celle du loup. Leur allure était celle d'une marche rapide. Nous n'avions guère avancé quand un cri retentit derrière nous. Je me raidis et jetai un vif coup d'œil en arrière. C'était Astérie qui arrivait en courant, son sac rebondissant sur son dos. Parvenue à notre hauteur, elle s'exclama d'un ton accusateur. « Vous êtes parti sans moi !» Le fou eut un sourire réjoui, tandis que je haussais les épaules. « Je suis parti comme ma reine me l'a ordonné, dis-je. » Elle nous foudroya du regard, puis remonta lourdement la colonne de gepas sur le côté de la piste pour rattraper Ketriken. Leur voix était clairement indistincte dans l'air glacé. « Je vous ai dit que je partais tout de suite, » fit la reine d'un ton sévère. « C'est ce que j'ai fait. » À mon grand étonnement, Astérie eut le bon sens de ne pas insister. Elle pataugea un moment dans la neige aux côtés de Ketriken, puis renonça peu à peu, se laissa dépasser par les gepas, puis par le fou, et enfin par moi, et se retrouva en queue de peloton. J'avais de la peine pour elle. Elle allait avoir du mal à soutenir notre allure. Et puis, je songeais à ma fille, et je ne me retournais même pas pour m'assurer qu'elle ne se laissait pas distancer. Ce fut le début d'une longue et monotone journée. Le chemin montait sans cesse, sans excès, mais grimper constamment était épuisant. Ketriken ne ralentissait jamais et nous forçait à conserver une allure régulière. Nul ne parlait beaucoup. Pour ma part, j'étais trop occupé à ne pas perdre mon souffle et à essayer de ne pas faire attention à la douleur qui grandissait peu à peu dans mon dos. Ma blessure était refermée, mais les muscles alentour étaient à peine guéris et protestaient. De grands arbres se dressaient tout autour de nous, des conifères pour la plupart, plus quelques essences que je ne connaissais pas, et ils muaient la grisaille de ce jour d'hiver en un éternel crépuscule. Peu de broussailles encombraient notre route. Le paysage se composait surtout d'alignements désordonnés, de troncs immenses coupés par quelques basses branches. Dans leur majorité, cependant, les ramures vivantes se trouvaient loin au-dessus de nos têtes. De temps en temps,
nous passions devant des bosquets d'arbres à feuilles caduques qui avaient profité de la trouée laissée par la mort d'un géant. La neige de la piste était bien battue, souvent foulée à l'évidence par des animaux et des hommes à ski. La trace était toutefois étroite, et, si l'on n'y prêtait pas attention, il était facile de s'en écarter et de s'enfoncer dans une épaisseur inattendue de neige vierge. Je m'efforçais d'ouvrir l'œil. La journée était douce, selon les critères montagnards, et je m'aperçus bientôt que les vêtements fournis par Ketriken conservaient fort efficacement la chaleur. Je dégrafai mon manteau à la hauteur de ma gorge, puis le col de ma chemise pour me rafraîchir. Le fou, lui, rejeta en arrière le capuchon bordé de fourrure de son manteau. Je vis qu'il portait en dessous une coiffe de laine gaiement colorée. Le gland accroché au sommet par un fil dansait au rythme de sa marche. Si notre allure le gênait, il n'en disait rien. Peut-être, comme moi, n'avait-il plus assez de souffle pour se plaindre. Peu après midi, Œil de Nuit nous rejoignit. Bon toutou, lui lançai-je. Cette insulte n'est rien à côté des noms que vous donne Caudron, répondit-il d'un ton satisfait. Je vous plaindrai tous quand la vieille femelle rattrapera la meute. Elle a un bâton. Elle nous suit. Elle piste bien pour une humaine sans nez. Et Œil de Nuit nous dépassa au petit trot, en se déplaçant avec une aisance étonnante dans la neige épaisse du bord du sentier. Je sentis qu'il savourait l'onde d'inquiétude que son odeur faisait passer dans la colonne de Gepa. Il parvint à la hauteur de Ketriken, puis se plaça devant elle. Une fois en tête, il continua d'avancer, la démarche assurée, comme s'il connaissait le chemin. Je ne tardais pas à le perdre de vue, mais je ne me faisais pas de soucis. Il reviendrait souvent sur ses pas pour s'assurer que nous suivions. Caudron est sur nos traces, dis-je au fou. Il m'adressa un regard interrogateur. D'après Œil de Nuit, elle est très en colère contre nous. Un petit soupir fit monter et descendre ses épaules. Ma foi, elle a le droit de prendre ses propres décisions, dit-il en se parlant à lui-même. Puis, à moi. Ça m'effraie toujours un peu quand vous faites ça, le loup et toi. Ça te gêne que j'aie le vif? Ça te gêne de me regarder droit dans les yeux? Répliqua-t-il. Il n'était pas utile d'en dire davantage. Nous poursuivîmes notre progression. Ketriken nous imposa une allure régulière tant que le jour dura, après quoi nous nous arrêtâmes sur une zone de terre piétinée à l'abri d'un grand arbre. Bien qu'apparemment peu fréquentée, la piste que nous suivions était manifestement une des voies commerciales qui menaient à Jamp. Ketriken, sans laisser place à la discussion, nous donna ses instructions. Elle indiqua à la ménestrelle un petit tas de bois sec protégé par une bâche. Prenez-en un peu pour faire du feu, puis veillez à remplacer au moins la quantité utilisée. Beaucoup de voyageurs font halte ici, et, par mauvais temps, des vies peuvent dépendre de ce bois. Astérie obéit docilement. Sous ses ordres encore, le fou et moi montâmes un abri. Quand nous eûmes terminé, devant nous se dressait une tente en forme de champignon. Ensuite, la reine distribua les corvées, déchargeait les affaires de couchage et les transporta dans la tente, débattait les animaux, attachait le chef et faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Elle-même fit amplement sa part de travail. J'admirais avec quelle efficacité elle avait établi notre camp et pourvu à nos besoins. Et je me rendis compte avec un coup au cœur qu'elle me faisait penser à vérité. Elle aurait fait un bon soldat. Une fois le bivouac installé, le fou et moi échangeâmes un regard, puis j'allai trouver Ketriken qui examinait les gepas. Les robustes bêtes étaient déjà occupées à grignoter les bourgeons et l'écorce des arbustes qui poussaient près du camp. Il est possible que Caudron nous suive, lui annonçai-je. Pensez-vous que je doive revenir sur nos pas pour la chercher? Pourquoi faire? Répliqua Ketriken. La question aurait pu paraître cruelle, mais la reine poursuivit. Si elle est capable de nous rattraper, nous partagerons nos vivres, vous le savez. Mais, à mon avis, elle se fatiguera avant d'arriver jusqu'à nous, et elle fera demi-tour.
si ce n'est pas déjà fait. À moins qu'épuisée, elle ne gît sur le bord de la piste, me dis-je. Mais je n'allais pas à sa rencontre. J'avais reconnu dans les paroles de Mokiatriken la mentalité rude et pratique des montagnards. Elle respecterait la volonté de Caudron de nous suivre. Et, même si la vieille femme devait y laisser la vie, elle n'interviendrait pas dans sa décision. Je savais que chez les montagnards, il n'était pas rare qu'une personne âgée choisisse ce qu'ils appelaient le retrait, exil librement accepté durant lequel le froid pouvait mettre un terme à toutes les infirmités. Je respectais moi aussi le droit de Caudron de décider de son chemin de vie, quitte à ce qu'elle en meure. Mais cela ne m'empêcha pas d'envoyer œil de nuit sur nos traces, afin de voir si elle nous suivait toujours, en voulant me persuader qu'il ne s'agissait que d'une curiosité de ma part. Le loup venait de rentrer au camp, un lièvre blanc éclaboussé de sang entre les crocs. À ma prière, il se leva, s'étira, et me dit d'un air lugubre: « Alors, surveille ma viande. » Et il disparut dans le soir tombant. Le repas, composé de gruau et de galettes, venait d'être servi quand Caudron se présenta, œil de nuit sur les talons. Elle se dirigea d'un air dédaigneux vers le feu et s'y réchauffa les mains en nous foudroyant du regard, le fou et moi. Nous échangeâmes un coup d'œil coupable, et je m'empressai d'offrir à Caudron la tasse de tisane que je venais de me verser. Elle la prit, la but, puis, d'un ton accusateur: « Vous êtes parti sans moi. » « C'est vrai, reconnus-je. Ketriken est venu nous avertir que nous nous mettions en route sans attendre. Si bien que le fou et moi... Mais je vous ai rattrapé, fit-elle triomphante, sans me laisser finir ma place. Et je compte bien vous accompagner. Nous sommes en fuite, intervint Ketriken avec calme. Nous ne pouvons ralentir notre allure pour vous permettre de nous suivre. Les yeux de Caudron étincelèrent presque. Voulais-je demander ? Demanda-t-elle d'un ton acerbe. Ketriken haussa les épaules. Je voulais que tout soit clair, répondit-elle. C'est clair, fit Caudron. La question était réglée. J'avais assisté à leur échange dans une sorte de stupeur admirative, et je sentis mon respect croître pour ces deux femmes. Je compris alors, je crois, comment Ketriken se percevait elle-même. Elle était reine des six duchés, et n'avait pas le moindre doute à ce sujet. Mais à la différence de bien d'autres à sa place, elle ne s'était pas retranchée derrière son titre, ni vexée de la réplique cinglante de Caudron. Non, elle lui avait répondu de femme à femme, avec respect, mais aussi autorité. Une fois encore, j'avais eu un aperçu de son caractère, et je n'y avais décelé aucun défaut. Nous partageâmes tous la yourte cette nuit-là. Ketriken emplit un petit brasero de braise prélevé dans notre feu, le plaça à l'intérieur, et notre abri s'en trouva aussitôt étonnamment confortable. Elle distribua des tours de garde sans oublier de s'y inclure, ainsi que Caudron. Les autres dormirent bien, mais je restai éveillé quelque temps. J'avais repris la route pour retrouver Vérité, et cela soulageait dans une petite mesure la pression de l'ordre d'art. Mais je me dirigeais également vers le fleuve où il avait plongé ses bras dans l'art pur. Et cette image fascinante rôdait toujours désormais aux frontières de ma conscience. Je repoussai résolument cette tentation, mais elle ne cessa ensuite d'envahir tous mes rêves. Nous levâmes le camp très tôt, et nous mîmes en route avant que le jour fût tout à fait là. Ketriken nous ordonna de nous débarrasser d'une seconde yourte, plus petite, prévue pour loger les compagnons que nous avions finalement laissés à Jampe. Elle l'abandonna soigneusement, emballée à l'emplacement du bivouac, à la disposition d'autres voyageurs. En contrepartie, le Gepa, ainsi allégé, se vit chargé du plus gros des affaires jusque-là portées à dos d'homme. J'en fus soulagé, car mon dos me lançait désormais sans arrêt. 4 jours durant, Ketriken nous maintint à cette cadence. S'attendait-elle que nous fussions pourchassés ? Je ne lui posai pas la question, et, de toute façon, les occasions de parler en privé étaient rares. Ketriken marchait toujours en tête,
suivis par les bêtes, le fou et moi. Astérie et, souvent à quelque distance derrière nous, Caudron. Les deux femmes tenaient leurs promesses respectives. Tétricaine ne ralentissait pas l'allure pour la vieille femme, et Caudron ne s'en plaignait jamais. Chaque soir, elle arrivait tard au camp, en général en compagnie d'Œil de Nuit, juste à temps pour partager notre repas et notre abri pour la nuit. Mais elle se levait en même temps que Tétricaine, le lendemain matin, et sans la moindre récrimination. Le quatrième soir, alors que, rassemblés sous la tente, nous nous apprêtions tous à dormir, Tétricaine s'adressa soudain à moi. Fitz chevalerie, je souhaiterais votre avis. Je me redressai sur ma couche, surpris par le formalisme de sa requête. Je suis à votre service, ma reine. À côté de moi, le fou étouffa un ricanement. Tétricaine et moi devions en effet paraître un peu déplacés, au milieu d'un méli-mélo de couvertures et de fourrures, à nous parler sur un ton aussi solennel. Mais je ne changeai pas d'attitude. Tétricaine ajouta un peu de bois dans le brasero pour donner de la lumière. Puis elle sortit un cylindre émaillé, en ôta le capuchon et en tira un vélin. Comme elle le déroulait, je reconnus la carte qui avait inspiré son entreprise à vérité. La revoir dans ce décor me fit une impression curieuse. Elle appartenait à une époque beaucoup plus stable de ma vie, où les repas fins et copieux allaient de soi, où mes vêtements étaient coupés à mes mesures et où je savais le soir dans quel lit j'allais coucher. C'était injuste. Mon univers avait subi bouleversement sur bouleversement depuis la dernière fois que j'avais vu cette carte, tandis qu'elle demeurait inchangée, antique feuille de vélin couverte d'un entrelac de lignes. Tétricaine la plaqua sur ses genoux et tapota une zone vierge du bout de l'index. Voici à peu près où nous nous trouvons, me dit-elle. Elle prit une inspiration, comme si elle s'armait de courage, puis elle indiqua une autre zone, vierge d'inscription elle aussi. Et voilà où nous avons découvert les traces de combat, où j'ai découvert le manteau de vérité et les ossements. Sa voix trembla légèrement sur ces derniers mots. Elle me regarda brusquement et je vis dans ses yeux une expression disparue depuis Castelserre. C'est dur pour moi, vous savez, Fitz. J'ai recueilli ces ossements, persuadé que c'étaient les siens. De longs mois durant, je l'ai cru mort. Aujourd'hui, sur la seule foi d'une magie que je ne possède ni ne comprends, je m'efforce de le croire vivant, de me convaincre que l'espoir existe encore. Mais mes mains ont tenu ces os, et elles ne peuvent oublier leur poids, leur froidure, ni mon nez, leur odeur. Il est vivant, madame, assurai-je à mi-voix. Elle soupira de nouveau. Voici ce que je veux vous demander. Devons-nous nous rendre directement là où les pistes sont indiquées sur cette carte, celle que Vérité disait vouloir suivre, ou bien souhaitez-vous d'abord inspecter le site du combat? Je réfléchis un instant. Vous avez recueilli sur ce site tout ce qu'il y avait à recueillir, j'en suis persuadé, madame. Le temps a passé depuis lors, un demi-été et plus d'une moitié hiver. Non, je ne vois pas ce que j'y découvrirais qui aurait échappé à vos pisteurs alors que le sol était vierge de neige. Vérité est vivant, ma reine. Et il ne s'y trouve pas. Ce n'est donc pas là qu'il faut le chercher, mais là où il disait devoir aller. Elle acquiesça lentement de la tête, mais si mes propos lui avaient rendu courage, elle n'en montra rien, et se contenta de tapoter à nouveau la carte du doigt. La route indiquée ici nous est connue. C'était autrefois une voie commerciale, et bien que nul ne se rappelle quelle en était la destination, elle est encore en usage. Les villages les plus reculés et les trappeurs les plus solitaires maintiennent ouverts des sentiers qui y conduisent, et ils la suivent ensuite jusqu'à Jampes. Nous aurions pu l'emprunter depuis le début, mais je n'y tenais pas. Elle est trop fréquentée. Nous avons pris le chemin le plus rapide,
sinon le plus large. Demain, néanmoins, nous croiserons cette piste et nous la prendrons pour nous enfoncer dans les montagnes, en tournant le dos à Jamp. De l'index, elle suivit le tracé de la route. Je ne suis jamais allé dans cette partie du royaume, avoua-t-elle sans détour. Rares sont ceux qui s'y sont rendus, en dehors de certains trappeurs et de quelques aventuriers, désireux de vérifier si les vieilles légendes sont exactes. En général, ils en rapportent des histoires encore plus étranges que celles qui les ont poussés à s'y risquer. Je regardais ses doigts pâles errer lentement sur la carte. La mince ligne de l'ancienne route se divisait en 3 pistes avec des destinations différentes. Elle commençait et s'achevait apparemment sans but ni origine. Les indications autrefois portées aux extrémités de ces lignes n'étaient aujourd'hui plus que des fantômes d'encre. Nous n'avions aucun moyen de savoir quelle direction Vérité avait prise. Les 3 pistes semblaient proches les unes des autres sur la carte, mais, étant donné la nature du terrain, elles pouvaient être séparées par des jours, voire des semaines de trajet. En outre, je n'étais pas du tout convaincu que l'échelle fût exacte sur cette vieille carte. Par où commençons-nous ? Demandai-je à Ketriken. Après une brève hésitation, elle désigna l'extrémité d'une des pistes. Par ici. Je pense que c'est la plus proche. C'est un choix raisonnable. Elle planta de nouveau ses yeux dans les miens. Fitz, ne pouvez-vous simplement l'artiser et lui demander où il se trouve ? Ou le prier de nous rejoindre ? Ou au moins de nous dire pourquoi il n'est pas revenu auprès de moi ? À chacun de mes signes de dénégation, ses yeux s'agrandissaient. Mais pourquoi ? S'exclama-t-elle d'une voix tremblante. La fameuse magie secrète des loin-voyants ne peut même pas le rappeler à nous, dans cette extrémité ? Je ne la quittais pas des yeux, tout en regrettant la présence de tant d'oreilles attentives autour de nous. Malgré tout ce que Ketriken savait de moi, j'éprouvais encore beaucoup de gêne à parler de l'art à quiconque en dehors de Vérité. Je pesais soigneusement mes mots. En l'artisant, je risque de le mettre en grand danger, madame, ou de nous attirer des ennuis. Comment cela ? Fit-elle d'un ton insistant. Je jetai un bref coup d'œil au fou, à Caudron et à Stéry. J'avais moi-même du mal à m'expliquer le malaise que j'éprouvais à parler ouvertement d'une magie gardée secrète pendant de nombreuses générations. Mais c'était ma reine qui se tenait devant moi, et elle m'avait posé une question. Je baissai les yeux. Le clan que Galen a créé n'a jamais été loyal au roi, ni au roi subtil, ni au roi vérité. Il a toujours été au service d'un traître et employé pour jeter le doute sur la santé mentale du roi et saper sa capacité à défendre le royaume. Un petit hoquet échappa à Caudron, tandis que les yeux bleus de Ketriken prenaient une teinte gris d'acier. Je poursuivis. Aujourd'hui, si je devais artiser Vérité, les membres du clan risqueraient de surprendre notre conversation et, par cet usage de l'art, de découvrir où il est, ou bien où nous sommes. Ce sont devenus de puissants artiseurs, et ils ont inventé des moyens d'utiliser cette magie que je n'ai jamais appris. Ils sont capables d'espionner d'autres artiseurs, d'infliger de grandes souffrances ou de créer des illusions. J'ai peur d'artiser mon roi, reine Ketriken. Et s'il a choisi de ne pas me contacter, c'est, je suppose, qu'il partage mes craintes. Ketriken était devenue très pâle. Elle chuchota. Ils lui ont toujours été infidèles, Fitz ? N'ont-ils pas du tout participé à la défense des Six-Duchés ? Je pesais ma réponse comme si je rendais compte à Vérité lui-même. Je ne dispose d'aucune preuve, madame, mais je pense que certains messages d'art concernant les pirates rouges n'ont jamais été transmis, ou bien ont été délibérément retardés. Les ordres que Vérité artisait aux membres du clan dans les tours de guet
n'arrivaient sans doute pas au château qu'ils avaient charge de garder. Mais il lui obéissait suffisamment pour que Vérité fût incapable, plusieurs heures après avoir donné ses ordres, de savoir s'ils avaient été transmis ou non. Aux yeux de ces ducs, ses efforts paraissaient alors vains, ses stratégies inopportunes ou absurdes. Je laissai ma voix s'éteindre devant la colère qui envahissait le visage de Kétriken et rougissait de ses pommettes. Combien de vies, fit-elle d'un ton âpre. Combien de villes, combien de morts, ou pire, de forgisés. Tout cela à cause de la rancune d'un prince, à cause de l'ambition d'un enfant gâté pour le trône. Comment a-t-il pu faire cela, Fitz? Comment a-t-il pu supporter de laisser des gens mourir dans le seul but de faire passer son frère pour ridicule et incompétent? J'ignorais la réponse à ces questions. Peut-être n'était-ce pas pour lui des gens et des villes, mais de simples pions, des objets qui appartenaient à Vérité et qu'il devait détruire s'il ne pouvait pas se les approprier. Kétriken ferma les yeux. Cela n'est pas pardonnable, dit-elle pour elle-même. Elle paraissait presque souffrante. D'un ton étrange, à la fois doux et péremptoire, elle ajouta: Il vous faudra le tuer, Fitz Chevalerie. Je ressentis une curieuse impression à recevoir enfin cet ordre royal. Je le sais, madame. Je le savais déjà lors de ma dernière tentative. Non, me reprit-il. Lors de votre dernière tentative, vous agissiez pour vous-même. Ignoriez-vous que de là venait mon courroux contre vous? Cette fois, je vous dis que vous devez le tuer pour le bien des six duchés. Elle hocha la tête d'un air presque surpris. C'est ainsi seulement qu'il peut être l'oblat de son peuple, en se faisant tuer avant de lui faire davantage de mal. Soudain, elle promena son regard sur le cercle de ses compagnons qui la dévisageaient, serrés sous la tente. « Allons, au lit !» nous dit-elle comme si elle s'adressait à des enfants désobéissants. Nous devons nous lever tôt et voyager rapidement. Dormez tant que vous en avez la possibilité. Astérie sortit prendre le premier tour de garde. Les autres s'allongèrent, et alors que les flammes du brasero s'éteignaient et que la lumière baissait, tous s'endormirent. Malgré ma fatigue, pourtant, je demeurais les yeux ouverts dans le noir. Je n'entendais autour de moi que de lourdes respirations et le vent de la nuit qui glissait lentement entre les arbres. Entendant mon esprit, je percevais Œil de Nuit qui rôdait non loin, prêt à bondir sur la première souris imprudente qu'il rencontrerait. La paix et l'immobilité de la forêt sous la neige nous enveloppaient. Tous dormaient à poings fermés, sauf Astérie. Nul autre que moi n'entendait le flot impétueux du besoin d'art qui grandissait en moi à chaque journée de notre voyage. Je n'avais pas confié à la reine mon autre crainte, celle de ne pas revenir si j'artisais Vérité, de m'immerger dans le fleuve d'art et de le laisser m'emporter à jamais. La seule pensée de cette tentation déclenchait en moi un frémissement proche de l'abjection. Farouchement, je dressais remparts et murailles et plaçais tous les garde-fous possibles entre moi et l'art qu'on m'avait enseigné. Ce soir, je m'efforçais non seulement d'empêcher Royal et son clan d'entrer, mais aussi de m'empêcher de sortir.